Regardez-la. Un coup de vent suffirait à la renverser. Vous pensez vraiment qu'elle est qualifiée pour cette démonstration, sergent-major? L'assistant du sénateur, un jeune homme dont le costume coûtait plus cher que le salaire mensuel d'un caporal, parlait avec la cruauté désinvolte des privilégiés. La foule de personnalités, composée de hauts gradés du Pentagone et de membres du personnel du Congrès, rit nerveusement. Il se tenait sur la plateforme d'observation de la nouvelle chambre d'immersion holographique de combat, une technologie d'1 milliard de dollars conçue pour simuler les conditions de combat les plus difficiles imaginables. Sous leurs yeux, sur le sol blanc immaculé de la chambre, se tenait un soldat solitaire. Elle était petite, presque menue dans son uniforme, et une constellation d'hématomes violacés et jaunâtres défigurant le côté droit de son visage, de la pommette à la mâchoire. Le sergent-major Davis, un homme sculpté dans le granit et imprégné du dogme institutionnel, grogna en signe d'approbation. Il tenait un bloc-notes comme une arme et regardait la soldate, le caporal Anna Petrova, avec un mépris non dissimulé. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, j'ai fait part de mes objections. L'algorithme l'a sélectionné sur la base de son dossier, mais un ordinateur ne voit pas la réalité. On dirait qu'elle vient de perdre une bagarre dans un bar. Nous avons des Rangers, des opérateurs Delta, des fantassins chevronnés sur cette base d'opérations avancées. La faire participer à la simulation du protocole Oméga est un risque. C'est embarrassant. » Il éleva la voix pour s'assurer que toute la délégation puisse entendre son évaluation professionnelle, ces mots résonnant légèrement dans l'espace stérile et caverneux. Le caporal Petrova ne leva pas les yeux. Elle ne broncha pas. Elle se tenait simplement au garde-à-vous, le dos droit, les yeux fixés sur le mur du fond de la salle, les mains gantées et fermes posées sur le M, 4 fusils en bandoulière sur la poitrine. Elle était une statue de calme dans une mer de jugement. Son silence était profond, un vide absolu qui semblait aspirer tout le bruit et le mépris et les annuler. C'était un silence qui déconcertait certains et en encourageait d'autres. Pour le sergent-major Davies, c'était de l'insolence. Pour l'aide de camp, c'était de la faiblesse. Mais au fond de la plateforme d'observation, appuyé contre la balustrade et à moitié caché dans l'ombre, le général Wallace voyait tout autre chose. Il ne regardait pas les ecchymoses. Il regardait sa posture. C'était un centre de gravité parfait, un ressort tendu d'énergie potentielle, une posture qu'il n'avait pas vue en personne depuis plus de 10 ans. Il ne l'avait plus vue depuis un briefing classifié sur une nouvelle race de guerriers opérant dans les coins les plus sombres du monde. Il vit la façon dont ses doigts reposaient sur le fusil, sans le serrer, mais en devenant une extension de celui-ci. Il vit l'immobilité déconcertante de son regard, celui d'un prédateur qui a appris que la patience est l'arme la plus redoutable qui soit. Le général ressentit une froide terreur mêlée à une soudaine curiosité électrique. Il savait ce qu'était le protocole Oméga. Ce n'était pas une démonstration, c'était un test de torture, un hachoir à viande numérique conçu pour briser les meilleurs et les plus fragiles. Il avait le sentiment écœurant de savoir exactement d'où il venait. S'il croyait que la véritable force ne se mesure pas en paroles, mais en actes, tapez compétence. Ci-dessous, l'air dans la salle d'observation était chargé d'une certitude suffisante. Le sergent-major Davies poursuivit sa prestation, tapotant son bloc-notes pour souligner ses propos, tandis qu'il briefait les VIP. Le protocole Oméga simule une intrusion et une évacuation d'un complexe à haute valeur stratégique sur plusieurs étages. L'IA du système est adaptative. Elle apprend des tactiques de l'opérateur et les contrecarre activement. Elle déploie des ennemis holographiques, déclenche des dangers environnementaux et teste les fonctions cognitives dans des conditions de stress extrême. Le temps moyen de réalisation pour nos opérateurs de haut niveau lors des tests bêta était de 12 minutes. La plupart ont complètement échoué, fit-il après une pause, laissant son regard se poser sur la petite silhouette au sol. L'objectif n'est pas seulement de survivre, mais aussi de sécuriser le colis, une mallette contenant des informations simulées, et d'atteindre le point X-Fill. Cela nécessite de la force, de la vitesse et une agressivité brutale, des qualités qui, franchement, ne sont pas immédiatement apparentes chez notre candidate choisie. L'assistant sourit, griffonnant une note sur son bloc-notes, probablement déjà en train de rédiger un résumé spirituel et dédaigneux pour son patron. Les autres spectateurs remuaient les pieds, leurs expressions mêlant pitié et curiosité morbide. Ils s'apprêtaient à assister à un accident de voiture au ralenti. Une humiliation publique
présenté comme un progrès technologique. En bas, le caporal Prova restait indifférente, ou peut-être transcendante, à leur jugement. Elle était dans son propre monde, une bulle de concentration pure et absolue. Le monde extérieur à la chambre, les voix condescendantes, les regards sceptiques, le poids de leurs suppositions avait cessé d'exister. Il n'y avait plus que la mission. Sa respiration était lente et rythmée, inspirée par le nez, expirée par la bouche, une technique pour réduire le rythme cardiaque sous le feu. Ses yeux scrutaient le point d'entrée, une porte métallique solide à 15 mètres devant elle. Elle ne se contentait pas de regarder la porte, elle la démontait mentalement, calculant les angles d'entrée, les lignes de tir potentielles, l'emplacement de la première menace qu'elle rencontrerait. Elle effectua une dernière série de vérifications, presque imperceptibles. Elle roula légèrement les épaules pour s'assurer que son gilet pare-balles était bien en place. Elle tapota du pouce le bouton de déverrouillage du chargeur pour vérifier qu'il était bien fixé. Elle transféra subtilement son poids d'un pied à l'autre pour tester son équilibre. Ce n'étaient pas des tics nerveux, c'étaient des micro-rituels, la mémoire musculaire ancrée par des milliers d'heures d'entraînement acharné et éprouvant. Chaque mouvement était un mot dans une langue que personne ne parlait sur la plateforme d'observation. C'était le langage des professionnels, un dialecte d'une efficacité mortelle, perfectionné loin des parades et des présentations PowerPoint. Le général l'observait, le front plissé. Il reconnaissait cette séquence, le contrôle de la respiration, la vérification de l'équipement, le transfert du poids. C'était la méditation préalable à la mission d'un agent de premier ordre. Il en avait pris connaissance dans des rapports d'après-action tellement censurés qu'ils contenaient plus d'encre noire que de texte. Il avait vu des images satellites granuleuses de silhouettes solitaires accomplissant le même rituel avant de disparaître pendant des semaines en territoire ennemi. L'idée que cette caporale sans prétention, debout ici pour être sacrifiée au divertissement de quelques politiciens, puisse être l'une d'entre eux était absurde, c'était impossible. Et pourtant, la preuve était là, dans sa posture, dans son silence, dans le calme glacial qui émanait d'elle comme le froid d'un bloc de glace. Il ressentit un malaise grandissant. Quelque chose allait se produire qui allait bouleverser la réalité confortable de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Le monde allait se rappeler que les choses les plus dangereuses se cachent souvent sous les apparences les plus discrètes. Une voix synthétisée, froide et dénuée d'émotion résonna dans la salle. Protocole Oméga lancé dans 54E. Le sergent-major Davies croisa les bras, l'air satisfait. Il était prêt à essuyer un échec, prêt à affronter l'inévitable. Je vous l'avais bien dit. L'assistant du Congrès se pencha en avant, une lueur d'anticipation cruelle dans les yeux. Au sol, la posture de Petrova ne changea pas, mais un changement infini se produisit. Le ressort enroulé de son corps se tendit. Son attention se concentra sur un seul point infiniment petit, la serrure de la porte devant elle. À le klaxon retentit, un son discordant et agressif. La lourde porte en acier s'ouvrit dans un sifflement pneumatique, révélant un couloir sombre et menaçant. Avant même que le sifflement ne se soit complètement éteint, Petrova était déjà un flou en mouvement. Elle ne courait pas, elle flottait. C'était un mouvement d'une violence explosive si contrôlée qu'il semblait défier les lois de la physique. L'instant d'avant, elle était sur la ligne de départ. L'instant d'après, elle avait franchi la porte. Un fantôme qui s'était simplement téléporté dans une nouvelle position. La porte se referma derrière elle. Pendant un instant, les écrans géants de la salle d'observation ne montrèrent qu'un couloir vide, filmé par les caméras extérieures. Puis l'image passa à la caméra intégrée au casque de Prova, et un cri collectif parcourut la pièce. Le monde devint une symphonie chaotique de violence à la première personne. Un tango holographique surgit de derrière un coin, fusil levé. Avant même que l'ennemi numérique n'ait pu enregistrer une cible, 2 balles du fusil de Petrova apparurent dans sa tête. Les coups de feu étaient si rapprochés qu'ils ressemblaient à un seul bruit sourd. Pas de mouvement inutile, pas de dispersion ni de proie. Juste une précision chirurgicale et économique. Elle se déplaçait dans les pièces avec une conscience surnaturelle. Elle ne se contentait pas de dégager les coins, elle les dominait. Son fusil était toujours levé, ses yeux toujours en mouvement, son corps une plateforme basse et stable de létalité. Elle traitait les informations plus rapidement que les VIP ne pouvaient même enregistrer ce qui se passait à l'écran, une auberge derrière un bureau.
Boum boum, une autre sur une passerelle au-dessus. Boum boum, une grenade flash sur une porte. Elle ne la déclencha pas. Elle vit le faible scintillement du fil holographique et l'esquiva, puis franchit le mur à côté à l'aide d'une charge simulée. Sur la plateforme d'observation, les sourires suffisants avaient disparu. Ils avaient été remplacés par une incrédulité bouche bée. Le stylo de l'assistant était resté oublié sur son bloc-notes. Le visage du sergent-major Davies était un masque de confusion pâle et stupéfaite. Il regardait quelque chose que ses 30 ans d'expérience militaire conventionnelle ne pouvaient pas comprendre. Ce n'était pas un entraînement, c'était une forme d'art. C'était un prédateur chassant dans son environnement naturel. Puis le chaos éclata. Une alarme stridente retentit dans les haut-parleurs du bâtiment. Des lumières rouges se mirent à clignoter sur la plateforme d'observation. Une voix affolée d'un technicien grésilla dans l'interphone. « Monsieur, nous avons un dysfonctionnement du système. L'IA est entrée en cascade de défaillance. Elle fait passer le protocole au-delà des paramètres de sécurité. C'est, oh mon Dieu, elle a activé les suppresseurs de tir réels. » L'annonce frappa la plateforme d'observation comme un coup physique. Des suppresseurs de tir réels. Le sénateur balbutia, le visage livide. La voix du technicien était paniquée. « Monsieur, ils ne sont pas mortels, mais ils tirent des balles en caoutchouc à grande vitesse conçues pour le contrôle des émeutes. À cette distance, elles peuvent briser des os. Nous ne pouvons pas l'arrêter. L'IA nous a bloqués. » Le sergent-major Davies se précipita vers le microphone de l'interphone. « Caporal Petrova, abandonnez la mission. Je répète, abandonnez la mission. Répondez, hurla-t-il, la voix brisée par la peur, à la fois soucieux pour sa sécurité et terrifié par sa propre culpabilité. La seule réponse provenant de l'intérieur de la chambre fut le craquement soudain et sec des suppresseurs qui tiraient, suivi du bruit écœurant des balles qui frappaient les murs autour d'elle. Sur la caméra du casque, le monde était un flou vertigineux. Les cibles holographiques avaient disparu, remplacées par des tourelles automatisées qui tombaient du plafond, leur laser rouge de visée tranchant la fumée simulée. L'IA, dans son état corrompu, ne la testait plus. Elle essayait de la tuer. Les VIP regardaient avec horreur, certains qu'ils allaient assister à une fin sinistre et sanglante de leur démonstration technologique. Mais à travers le chaos à l'écran, un calme étrange et terrifiant persistait. La respiration de Catrova, audible malgré son calme, restait régulière. Elle ne s'interrompait même pas. Ses mouvements frénétiques devenaient encore plus fluides, plus économiques. Elle ne paniquait pas. Elle s'adaptait. Elle utilisait les tirs des tourelles comme couverture, synchronisant ses mouvements avec les fractions de secondes entre les rafales. Elle ne ripostait pas en tirant sur les tourelles blindées elle-même, mais sur les petits joints d'actionnement exposés qu'elle identifiait en une fraction de seconde. 2 tirs précis et une tourelle s'embrassa avant de se taire. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme dans un ouragan. Les balles en caoutchouc sifflaient à ses oreilles, parfois si près qu'elle déchirait à son treillis. La mission n'était plus une question de vitesse. Il s'agissait désormais de survie. Mais pour Petrova, l'objectif n'avait pas changé. Elle continua d'avancer, ses mouvements formant une danse de la mort brutale et efficace. Elle sauta par-dessus une barricade, glissa sous une rafale de tirs et neutralisa une autre tourelle sans ralentir. La mallette, contenant les informations simulées, se trouvait sur un piédestal au centre de la dernière pièce, gardée par 3 tourelles actives. C'était une situation impossible, un peloton d'exécution numérique. Le sergent-major enfouit son visage dans ses mains. « Préparez une équipe médicale », articula-t-il dans un souffle. Mais le général Wallace restait figé, les yeux rivés sur l'écran, les jointures blanchies par la force avec laquelle il agrippait la rampe. Il était témoin de l'impossible. Petrova n'essaya pas de se précipiter vers l'objectif. Au lieu de cela, elle fit ricocher une balle sur une poutre en acier au plafond. La balle rebondit vers le bas selon un angle parfaitement calculé, frappant le conduit électrique exposé de la tourelle de droite. Celui-ci s'est mis à crépiter, puis s'est éteint. Elle a ensuite tiré 2 balles dans le sol juste devant elle. Le sol holographique projetait une surface solide, mais elle savait d'après les schémas qu'un grand espace de maintenance se trouvait en dessous. Les balles ont brisé le projecteur et, pendant une fraction de seconde, l'image a clignoté, révélant le grand espace. Elle a tiré à nouveau, faisant sauter la serrure. Sans hésiter, elle s'est laissée tomber dans le tunnel de service en dessous, disparaissant du champ de vision de la tourelle. Un moment de silence absolu s'installa, puis la caméra de son casque montra le tunnel sombre et exigu.
Elle avança en comptant ses pas. 3, 5. Elle s'arrêta, pointa son fusil vers le haut et tira une seule balle. Sur l'écran principal, les observateurs virent cette balle traverser le sol juste sous le socle de renseignement, sectionnant une ligne électrique essentielle. Les 2 tourelles restantes cessèrent de fonctionner. La salle devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la ventilation. Un instant plus tard, Petrova émergea, calme et méthodique. Elle se dirigea vers le socle, prit la mallette et se rendit au point X-Fill. Une lumière verte illumina la porte. La voix synthétisée revint, calme comme toujours. Protocole Oméga terminé. Durée 27 minutes et 27 secondes. Tous les objectifs atteints. Efficacité de l'opérateur 98,7%. Un nouveau record. Le silence qui suivit fut absolu. C'était un silence si profond, si lourd de choc et de crainte qu'il semblait plus fort que les alarmes qui venaient de retentir. C'était le bruit de 1000 hypothèses arrogantes qui étaient simultanément et violemment anéanties. Le général Wallace fut le premier à bouger. Il se détacha du mur du fond, le visage empreint d'une sombre détermination. Il passa devant les VIP stupéfaits et sans voix, ses bottes résonnant sur le sol poli. Il n'accordait pas un regard au sergent-major Davies, le visage blême, ni à l'assistant du Congrès, les yeux écarquillés. Son attention était entièrement concentrée sur le terminal de contrôle situé à l'avant de la plateforme d'observation où se trouvait le technicien tremblant. « Donnez-moi son dossier militaire », ordonna le général d'une voix grave qui tranchait le silence comme un couteau. Le technicien tâtonna sur le clavier, les mains tremblantes. « Monsieur, son dossier principal est accessible, mais son dossier complet est scellé. Classification de niveau 5. Je n'ai pas l'autorisation. » Le général Wallace se pencha vers lui, le regardant fixement. « Moi, je l'ai. » Il sortit une carte de sécurité noire de sa tunique et la passa dans un lecteur hautement sécurisé sur la console. Puis il posa son pouce sur un scanner biométrique. L'écran clignota et une série de messages d'authentification apparurent. Le général saisit de mémoire un long code alphanumérique complexe. Le système émit un bip, puis un nouveau fichier apparut à l'écran. Il était presque entièrement noir, recouvert de caviardage numérique, mais quelques lignes de texte blanc étaient visibles. Le général les lut à haute voix, d'une voix claire et autoritaire, chaque mot résonnant comme un coup de marteau dans la pièce silencieuse. Nom, Prova Anna, grade, caporal. Il fit une pause, laissant le grade modeste flotter dans l'air. Affiliation à l'unité classifiée. CNXG. Il tapa une autre commande, une nouvelle page apparut. Unité Division des activités spéciales, groupe des opérations clandestines. Surnom Task Force Ghost. Une vague de murmures parcourut les spectateurs. La Task Force Ghost était un mythe, un croque-mitaine dont les opérateurs parlaient à voix basse. Elle n'existait pas officiellement. Ils étaient le scalpel que la nation utilisait dans l'ombre, les atouts envoyés là où le drapeau ne pouvait jamais flotter. Le général poursuivit, sa voix devenant plus forte à chaque révélation. Déploiement au combat. 37. Tous classifiés. Heures de combat, plus de 3000. Toutes classifiées. Il leva les yeux de l'écran, son regard balayant les visages pâles de la délégation. Médailles et distinctions. Il se retourna vers l'écran. Croix pour service distingué. Étoile d'argent avec 3 grappes de feuilles de chêne. Étoile de bronze pour bravoure. Cœur pourpre avec 4 grappes de feuilles de chêne. Il s'arrêta de lire, la voix étranglée pendant une fraction de seconde par les blessures de combat distinctes, chacune méritant un cœur pourpre. Les ecchymoses sur son visage lui semblèrent soudain insignifiantes. Il fit défiler l'écran plus bas. Qualification spéciale, maîtrise de toutes les armes légères, expert en guerre non conventionnelle, expert en démolition, expert en combat rapproché, grade d'instructeur, combat au corps à corps. La liste était interminable, une litanie de compétences mortelles qui défiait l'entendement. Il trouva ce qu'il cherchait au bas du dossier. Classification de la mission, niveau 1, ultra sensible. Nom de code, spectre. Le mot tomba dans la pièce et sembla en aspirer tout l'air restant. Spectre, pas seulement le fantôme, mais le fantôme. Un opérateur légendaire à qui l'on attribuait certaines des missions secrètes les plus sensibles et les plus réussies de la dernière décennie. Un personnage si secret que même la plupart des services de renseignement pensaient qu'il s'agissait d'un mythe, d'un composite d'une douzaine d'agents différents.
La porte nomade de la salle s'ouvrit dans un sifflement et le caporal Petrova sortit. Elle respirait calmement, son fusil tenu en position basse, prêt à tirer. Elle leva les yeux vers la plateforme d'observation, le visage impassible. Elle vit la foule de visages choqués qui la regardèrent. Le général Wallace se détourna du terminal et marcha jusqu'au bord de la vitre. Il se tint droit, tirant ses épaules en arrière dans une posture rigide de formalité militaire. Il regarda la petite caporale meurtrie et devant le sénateur, les assistants et tout l'état-major, le général 4 étoiles fit le salut le plus précis et le plus profond de toute sa carrière de 40 ans. « Caporal Petrova », dit-il d'une voix tonitruante, empreinte d'un respect si profond qu'il en était presque révérencieux. « Maman, je te présente mes excuses pour cette démonstration. » Le salut du général était un acte déclaratif, un réalignement public de l'univers. D'un seul geste net, il brisa la hiérarchie établie et la remplaça par une nouvelle, fondée non pas sur le grade ou le titre, mais sur la compétence pure et démontrée. Le bruit de sa main frappant son front résonnait comme le coup de marteau final d'un juge. Le caporal Petrova se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, une reconnaissance minimaliste qui était pourtant plus puissante que n'importe quel discours. Elle comprenait. Il comprenait, c'était tout ce qui importait. Le reste de la salle était encore en train de rattraper son retard, leurs esprits luttant pour concilier la femme meurtrie et sans prétention qui se tenait devant eux avec la légende terrifiante dont le dossier venait d'être lu à haute voix. Le sergent-major Davies semblait avoir reçu un coup physique. Le sang avait quitté son visage, le laissant d'un gris maladif. Son arrogance, le fondement même de son identité, avait été réduite en poussière. Le bloc-notes glissa de ses doigts engourdis et tomba bruyamment sur le sol. Il fixait Petrova, mais il ne voyait plus un caporal. Il voyait l'incarnation d'une éthique guerrière qu'il ne faisait que prétendre comprendre. Il vit les 37 déploiements au combat reflétés dans ses yeux fatigués. Il vit les 5 cœurs violets dans la carte des Ecchymoses sur son visage, réalisant qu'ils ne provenaient pas d'une bagarre, mais étaient probablement les traces persistantes de sa dernière guerre clandestine. Il vit Spectre. Le général Wallace baissa son salut et tourna son attention vers Davies, les yeux brûlants d'un feu froid. « Sergent-major, dit-il d'une voix dangereusement calme, vous avez parlé de responsabilité. Vous avez parlé d'embarras. La seule responsabilité que je vois ici, c'est un sous-officier tellement aveuglé par ses propres suppositions qu'il est incapable de reconnaître la véritable grandeur qui se trouve à 1 mètre de lui. Le seul embarras, c'est une structure de commandement qui permet qu'un atout comme celui-ci soit soumis à un spectacle public aussi humiliant. » Il tourna ensuite son regard vers l'assistant du Congrès qui essayait de se faire aussi petit que possible. « Et toi, mon garçon, tu dois apprendre que dans notre monde, les armes les plus meurtrières ne sont pas toujours les plus imposantes. Tu l'as jugé sur son apparence. Tu dois ta vie et la liberté qui te permet de te tenir ici, dans ton costume coûteux, à des professionnels discrets comme elle, des gens qui saignent dans l'ombre pour que tu puisses débattre en pleine lumière. Que cela te serve de leçon et que tu ne l'oublies jamais. » Ces mots étaient une condamnation publique, une réprimande chirurgicale qui ne laissait aucune place à la réplique. Non seulement il avait donné raison à Prova, mais il avait profité de l'occasion pour donner une leçon profonde sur la nature du service et le poison des préjugés. Il baissa ensuite les yeux vers Petrova. « Caporal, vous pouvez disposer. Présentez-vous à mon bureau dans 1 heure. Nous avons des choses à discuter. » Elle fit un autre signe de tête discret. « Oui, monsieur. » Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol lisse. Elle se déplaçait avec la même efficacité silencieuse dont elle avait fait preuve dans la salle, disparaissant dans un couloir sans se retourner, laissant derrière elle un silence stupéfait. La légende de Spectre n'était plus un mythe, elle était réelle, elle était meurtrie, et elle venait de remettre à leur place tous les membres de l'état-major de la base d'opération avancée. L'histoire de ce qui s'était passé dans la chambre d'immersion holographique ne s'était pas simplement répandue, elle avait explosé. Elle s'était propagée à travers la base avancée à la vitesse de la lumière, transmise à voix basse dans le réfectoire, dans des communications cryptées entre les bases de tir, dans des regards complices entre les opérateurs qui avaient entendu les rumeurs mais n'avaient jamais vu la preuve. L'histoire grandissait à chaque fois qu'elle était racontée, acquérant la patine polie du mythe. Il disait qu'elle s'était déplacée plus vite que les caméras ne pouvaient la suivre.
On disait qu'elle avait désactivé les tourelles de tir réelles à main nue et on disait qu'elle avait accompli le protocole Oméga les yeux bandés. Les exagérations étaient inutiles, car la vérité était déjà plus incroyable que n'importe quelle fiction. Le nom de Petrova est devenu une nouvelle référence en matière d'excellence, synonyme d'un calme impossible sous une pression impossible. Réussir un Petrova est devenu synonyme d'obtenir un résultat parfait contre toute attente. La preuve physique de l'événement, le rapport post-action du HCIC, est devenu un artefact d'une immense valeur. L'impression, avec son temps impossible de 437 et son taux d'efficacité de 987%, a été discrètement retirée du registre officiel par un technicien sympathisant. Des copies ont été faites. L'une d'elles a été épinglée au mur de la renommée dans la salle de l'équipe Delta Force, juste à côté des photos des héros légendaires tombés au combat. Une autre est tombée entre les mains d'un sergent de peloton Ranger qui l'a utilisée comme outil pédagogique pour ses nouvelles recrues. Un rappel brutal que l'ennemi ne ressemblerait pas à ce qu'ils attendaient. Pour le sergent-major Davies, les conséquences ont été un véritable enfer personnel, fait de honte et de regret. Il n'a pas été officiellement réprimandé. Le général Wallace savait qu'une disgrâce publique était une punition bien plus efficace. Pendant 2 jours, Davies s'est confiné dans ses quartiers, repassant sans cesse dans son esprit ses propres paroles arrogantes. Il voyait son reflet dans le miroir et était dégoûté par l'ignorant et le fou pompeux qui le regardaient en retour. Le 3e jour, il a cherché le caporal Petrova. Il ne l'a pas trouvé dans une caserne, mais dans une petite pièce sans fenêtre dans l'aile des services de renseignement de la base, un endroit dont la plupart du personnel ignorait même l'existence. Elle nettoyait méthodiquement son fusil, avec des gestes aussi précis et sereins que ceux d'un moine accomplissant une cérémonie du thé. Il resta debout dans l'embrasure de la porte pendant une bonne minute avant qu'elle ne lève les yeux, sans laisser transparaître la moindre émotion. Il entra et s'arrêta respectueusement à 3 mètres d'elle. Il ne savait pas quoi dire. « Je suis désolé ». Cela lui semblait ridiculement insuffisant. Au lieu de cela, il se tint simplement droit, le dos rigide, et parla avec son cœur. « Caporal, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. J'ai passé 30 ans dans l'armée. Je pensais savoir ce qu'était un soldat. Je pensais comprendre la force. J'avais tort. Je ne me suis jamais autant trompé de toute ma vie. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'était un échec en tant que leader, un échec en tant que personne et un échec en matière de respect. Je n'ai aucune excuse. Je suis ici pour vous présenter mes excuses les plus sincères et les plus profondes. J'ai été stupide. » Prova interrompit son travail. Elle regarda l'homme brisé devant elle, un homme dont toute la vision du monde avait été bouleversée. Elle ne voyait pas un ennemi, mais un élève qui venait d'apprendre une leçon très dure. Elle fit un petit signe de tête, presque imperceptible. « La mission continue. »« Sergent-major, dit-elle d'une voix calme mais ferme, c'est tout ce qui compte. Ce n'était pas du pardon. Pas exactement, c'était quelque chose de plus profond. C'était une absolution enracinée dans un but supérieur, un rappel que leur drame personnel était insignifiant par rapport aux devoirs qu'ils partageaient. C'était le credo de la professionnelle discrète, et à ce moment-là, Davies l'a enfin vraiment compris. Il a hoché la tête, s'est retourné et s'est éloigné, transformé. Il était venu s'excuser auprès d'un caporal, mais avait fini par recevoir une leçon de philosophie de la part d'une légende. Les répercussions de cette journée continuèrent à se propager, modifiant subtilement, mais irrévocablement, la culture de la base. L'arrogance désinvolte qui imprégnait souvent les rangs commença à s'estomper, remplacée par un nouveau respect plus prudent. Les soldats se regardèrent différemment, se demandant quelle profondeur cachée, quelles histoires d'héroïsme inédites pouvaient se cacher derrière un visage sans prétention ou un comportement discret. L'histoire du caporal Petrova est devenue une puissante parabole, un élément du folklore institutionnel transmis par les vétérans chevronnés aux nouveaux arrivants. C'était une histoire sur le danger des suppositions, un rappel que la personne que vous sous-estimez pourrait être celle sur laquelle vous devrez un jour compter pour vous sauver la vie. Le général Wallace s'est assuré que la leçon soit bien retenue. Il a intégré les données HCC de la simulation de Prova dans le programme de formation officiel de tous les candidats aux opérations spéciales. Sa performance est devenue la nouvelle référence, un objectif apparemment inatteignable qui a poussé tous les soldats d'élite à se dépier des assez à être plus intelligents, plus efficaces.
La simulation a même été rebaptisée officieusement par les opérateurs qui l'utilisaient. Ils l'ont appelée le Spectre Challenge. Personne n'a jamais battu son temps. La plupart n'ont même pas survécu aux 2 premières minutes du protocole de dysfonctionnement qu'elle avait négocié avec une grâce incroyable. Le sergent-major Davies, quant à lui, est devenu un discret évangéliste de la leçon qu'il avait apprise. Il était toujours aussi dur, toujours aussi exigeant, mais sa cruauté suffisante avait disparu. On le voyait souvent encadré de jeunes sous-officiers, la voix basse et sérieuse. Ne jugez jamais un soldat en fonction de sa taille, de son sexe ou de son apparence, disait-il, le regard perdu dans ses souvenirs. Jugez-les sur une seule et unique chose, leur compétence, car vous ne savez jamais quand vous vous trouvez en présence d'un géant, l'artefact symbolique du jour. L'impression de son AR a finalement été encadrée et accrochée dans la salle de briefing principale sur ordre du général Wallace lui-même. Sous les chiffres stupéfiants, il avait fait apposer une petite plaque en laiton. On pouvait y lire « La norme Prova ». N'oublions jamais que les professionnels les plus discrets sont souvent ceux qui laissent la plus grande empreinte. Elle servait de réprimande silencieuse permanente à l'arrogance et aux préjugés qui avaient failli mener au désastre et de monument à la femme qui leur avait rappelé à tous à quoi ressemblait la véritable force. Les ecchymoses sur son visage s'estompèrent et ça, mais leur légende resta. Elles devinrent un symbole non pas de faiblesse ou de victimisation, mais d'une immense force cachée et du prix brutal et invisible de la sécurité. Elle rappelait que les protecteurs du royaume n'étaient pas des super-héros de bande dessinée, mais de vrais êtres humains qui portaient les cicatrices de leur service, visibles et invisibles, avec une dignité tranquille qui ne demandait rien et donnait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La poussière de la base opérationnelle avancée retomba, mais l'histoire de Spectre ne fut jamais oubliée. Elle devint un mythe fondateur pour une nouvelle génération de guerriers. Les nouvelles recrues arrivant à la base étaient inévitablement attirées par le rapport d'après-action encadré dans la salle de briefing. Elles fixaient les chiffres impossibles et la simple plaque en laiton. Puis un sous-officier plus âgé et plus sage s'approchait, leur tapait sur l'épaule et leur racontait l'histoire. Il parlait du sergent-major arrogant, des VIP dédaigneux et du petit caporal meurtri qui était entré dans la salle. Il décrivait le dysfonctionnement, les tirs réels et le calme inhumain avec lequel elle avait démantelé un système conçu pour briser les meilleurs parmi les meilleurs, et il terminait toujours l'histoire de la même manière en expliquant la véritable origine des Bleus. Ils ne provenaient pas d'une bagarre dans un bar, comme l'avaient supposé les ignorants. Ils étaient les marques révélatrices de la phase finale brutale du processus de sélection de la Task Force Go. Une phase connue uniquement sous le nom de Creuset. Il s'agissait d'une semaine de combat au corps à corps soutenu contre plusieurs adversaires, conçus pour tester les candidats avec un combat bien après que leur corps est abandonné. Les ecchymoses n'étaient pas un signe de faiblesse, elles étaient l'insigne d'honneur d'avoir survécu à quelque chose qui aurait tué une personne normale. Elles étaient un certificat de fin d'études, écrit dans la douleur et la persévérance. Le caporal Petrova elle-même ne fut plus jamais revue sur la base. Une semaine après la démonstration, elle avait disparu, retournant dans le monde clandestin d'où elle était brièvement sortie. Il n'y eut ni adieu, ni cérémonie. Un jour, sa petite chambre dans l'aile des services de renseignement était simplement vide. Son équipement était rangé, son fusil avait disparu. Elle avait une nouvelle mission. Un autre coin sombre du monde qui nécessitait ses compétences uniques. Elle n'a laissé derrière elle qu'un héritage, une histoire de fantôme terriblement réelle. La leçon qu'elle avait enseignée ce jour-là devint plus importante que n'importe quelle mission qu'elle aurait pu entreprendre. Elle avait tendu un miroir à toute une institution et l'avait forcée à affronter ses propres préjugés, ses propres hypothèses confortables. Elle avait prouvé que la compétence était la seule monnaie qui comptait. Elle avait démontré que le respect n'était pas un droit lié au rang, mais une récompense pour l'action. Son silence, son calme, son refus absolu de se laisser influencer par le bruit des jugements étaient ses meilleures armes. C'était l'arme qui avait vaincu l'arrogance d'hommes plus puissants qu'elle, et c'était l'arme qui continuerait à inspirer les autres longtemps après son départ. Elle était la preuve vivante que la véritable force n'a pas besoin de s'afficher, elle n'a pas besoin de se vanter. Elle doit simplement attendre le moment où elle est appelée à agir. Et lorsqu'elle agit, elle change le monde.
L'héritage du caporal Anna Spector, Petrova, a perduré bien au-delà des limites poussiéreuses de cette base avancée. Le général Wallace a rapporté cette histoire au Pentagone, où elle est devenue une étude de cas à l'Université nationale de défense, une partie obligatoire du programme d'études des futurs dirigeants. La leçon était simple mais profonde. Regardez plus loin, remettez en question vos hypothèses. Comprenez que la nature de la guerre a changé et que la nature du guerrier a changé avec elle. Les géants de cette nouvelle ère ne ressemblent pas toujours aux héros d'autrefois. Ils sont plus discrets, plus précis et bien plus meurtriers. Ils ne se définissent pas par le volume de leur voix, mais par le poids de leurs actions. L'assistant du Congrès, humilié et transformé par ce dont il avait été témoin, est devenu un fervent défenseur du financement des opérations spéciales. Son expérience de première main lui conférait une crédibilité qu'aucun document d'information n'aurait jamais pu lui donner. Il ne commit plus jamais l'erreur de juger un livre à sa couverture, une leçon qu'il garderait à l'esprit pendant le reste de sa carrière politique. Et quelque part dans le monde, Petrova poursuivait son travail. Elle se déplaçait dans l'ombre, une gardienne silencieuse, une protectrice sans nom et sans visage, dont les victoires ne seraient jamais célébrées par des parades et dont les sacrifices ne seraient jamais connus du public qu'elle défendait. Sa récompense n'était ni la gloire ni la reconnaissance, mais la satisfaction tranquille d'un travail bien fait, d'une mission accomplie. Elle incarnait la professionnelle discrète, un héritage qui ne s'inscrit pas dans les livres d'histoire, mais dans la pérennité d'une nation protégée par ses efforts invisibles. Son histoire est un rappel puissant et intemporel. Elle nous enseigne que la véritable valeur ne se trouve pas dans les fanfaronnades ou les titres, mais dans l'application silencieuse et constante de ses compétences et de sa discipline. Elle prouve que l'impact le plus profond est souvent celui de ceux qui ne cherchent pas à être reconnus. Elle nous enseigne que la voix la plus forte dans une pièce est souvent la plus incertaine, tandis que la véritable confiance se trouve dans le calme discret d'une compétence éprouvée. Le monde est plein de bruit, d'hypothèses arrogantes et de jugements superficiels. Mais au-delà de ce bruit, le vrai travail est accompli par les professionnels discrets, les spectres du monde, dont le dévouement et le sacrifice constituent le fondement de notre sécurité. Le véritable héritage n'est pas ce que vous dites de vous-même, c'est l'histoire que les autres racontent à votre sujet longtemps après que vous ayez quitté la pièce. C'est la norme que vous établissez, l'exemple que vous devenez. C'est la vague silencieuse de vos actions qui se propage, changeant le monde d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais. Pour découvrir d'autres histoires où la compétence discrète triomphe de l'arrogance bruyante et où la force silencieuse définit leur valeur, abonnez-vous à Unknown Heroine Tales.